Mais si nous souffrons aujourd'hui, si nous sommes un pays sous-développé, si nous sommes un pays malheureux, mais c'est à cause de l'évangile des catholiques et protestants qui le lien au pouvoir. La situation du pays aujourd'hui, il y a de ceux qui sont incapables de consommer ne fût-ce que 2 $ par jour. Qui nous a bafoués, mais ce sont les églises protestantes et catholiques. Donnez-moi un seul exemple dans l'histoire du Congo où quelque chose qui a été présidé par un président catholique et protestant a marché très bien. Donnez-moi un seul exemple. Ce qui nous manque, c'est ce que Fumuto t'a dit. Il a utilisé ces termes, mais il voulait tout simplement vous dire qu'il y a un problème au sommet de l'État. Parce que c'est lui-même qui a dit, il y a un problème d'élite. Il a dit ça. Il a dit qu'il faut choisir des bonnes personnes. Il a dit, il est membre de l'Union sacrée. Il vous dit qu'au sommet de l'État, il y a un vide. Il n'y a pas de gens capables, même si lui-même n'est pas en mesure de solutionner le problème, mais au moins d'identifier un Joseph. Cher Pharaon, vous avez un problème, oui. Il y a eu un problème, oui. Vous avez fait un erreur, oui. Il y a un son, oui. Qui est votre Joseph? Qui va vous aider à interpréter? On nous dit non, voilà. Il faut aider les chefs à choisir de bons collaborateurs. N'est incapable de faire, il ne nous sert à rien. Libéré biso na pasa mboko yo. Libéré lobela va passer kwa kerne. Lobela biso na makambo courant. Libéré lobela biso makambo résideso. Libéré libéré va fortifié. Libéré va seigneur. Libéré va soldat. Libéré va jeune misale ça te libéré. Libéré na prison va innocent libéré. Libéré lobela tambala bala mujie. Libéré inachevé. Il est long, libéré. Lobela katape ba ofele, libéré. Ba mama pepe, libéré. Mamona bango, il est long. Je ne vais pas nuancer les propos de mon frère. Je dois me signer. Mais il est vrai que la santé de l'homme ne se fait pas remarquer par l'apparence, sans diagnostic médical au préalable. Est-ce qu'il y a santé les promoteurs ici devant nous? Est-ce que la veste? Est-ce que la mine? Je ne sais pas moi. Mais tout ce qui est vrai, c'est que je suis de l'Union sacrée, je soutiens la vision chef de l'État, je soutiens les institutions et je combats les injustices qui sont à l'intérieur de l'Union sacrée et publiquement. Très bien. C'est ça. Ça, tout le monde le sait. Encore, il faut préciser que je suis du pouvoir et je n'ai pas le pouvoir. Oui, c'est-à-dire que je ne fais pas partie de ceux qui gèrent au quotidien le pouvoir de nous tous de l'Union sacrée. Les dialogues. Je prends dans les minutes qu'on m'a données. Cinq points. Le premier point, c'est quoi le dialogue? Le deuxième point, entre qui les dialogues. Le troisième point, pour les dialogues. Le quatrième point, quel rapport y a-t-il entre la guerre à conséquences économiques et surtout agressives et le dialogue de paix entre les Congolais. Donc, les dialogues, nous allons les tenir. Je prends le premier point. Je voudrais que quelqu'un qui lit très bien la Constitution puisse me donner un fondement constitutionnel qui dispose qu'en cas d'insécurité, en cas de guerre, en cas d'agression, le pouvoir doit dialoguer avec l'opposition et la société civile pour trouver des solutions pendant le mandat. C'est écrit où dans la Constitution? C'est écrit où dans la Constitution? Je voudrais autrement poser la question. Est-ce que dans tous les pays où il y a eu des rébellions, des agressions à coup de mandat,
tous ces pays avaient-ils organisé des dialogues pour trouver des réponses aux problèmes que ceux de la majorité au pouvoir étaient obligés de trouver des réponses? Deuxième élément, oui, nous voulons les dialogues, mais est-ce que c'est la première fois que nous aurons un dialogue entre les Congolais? Mais nous avons déjà les dialogues institutionnels. Il y a au Parlement la majorité au pouvoir parlementaire, il y a la minorité parlementaire. Est-ce que ce n'est pas un dialogue? Nous voulons les dialogues. Mais est-ce que le président Martin Fayulu n'est-il pas allé voir le président de la République? Qu'est-ce qu'il ne peut pas se dire dans les 10 minutes, dans les 2 heures ou 30 minutes qu'ils ont eu? Ils ne peuvent se dire que dans un dialogue de 3-4 semaines. Très bien. Autrement dit, si nous disons que nous ne voulons pas les dialogues, parce que le dialogue n'est pas la solution. Mais est-ce que c'est le dialogue qui pose le problème? Est-ce que le vrai problème du Congo, c'est le manque de dialogue? Si le manque de dialogue était ça le problème, alors le dialogue entre les Congolais serait une réponse. Alors que depuis 1960, jusqu'au moment où je parle, nous avons eu plus ou moins 47 dialogues. Pour ne vous parler que de celui que vous connaissez plus récemment, les dialogues inter-congolais à San-Site. Ça a mené le peuple congolais où? J'ai dit que les politiciens de tous bords, aujourd'hui au pouvoir, hier à l'opposition. Hier au pouvoir, le mauvais gestionnaire, aujourd'hui à l'opposition faisait des leçons. Tous nous nous retrouvons avec nos femmes et nos enfants. Mais depuis le 30 juin 1960 jusqu'à présent, le peuple congolais ne se retrouve pas. Vrai ou faux? Est-ce qu'il n'y a pas eu de dialogue pendant les moments que le peuple ne se retrouve pas? Je suis pour le dialogue. Si on me démontrait avant d'y aller que ça sera la réponse au problème des Congolais. Je suis contre le dialogue parce que parmi tous ceux qui sont pour le dialogue, personne ne nous a encore donné un schéma précis que l'après dialogue, ça sera la paix. Donc, arrêtons de nous leurrer inutilement. Les dialogues finissent par le partage équitable et équilibré du gâteau entre les politiciens, du pouvoir, de la société civile et de l'opposition. J'insiste, entre les politiciens du pouvoir, de la société civile et de l'opposition. Ça ne figure pas dans la Constitution. La cohésion nationale, l'unité nationale, la concorde ne signifie pas le dialogue. Forcément. Mais l'article 16 de la loi portant statut de l'opposition dispose que l'opposition doit privilégier le dialogue et la concertation touchant aux intérêts supérieurs de la nation. C'est peut-être à partir de cette disposition, de cette loi-là. Maintenant, deuxième point. Entre qui le dialogue? Entre qui le dialogue? Qui doit dialoguer? Toutes les tendances de l'opposition disent que le président Tshisekedi ne respecte pas les engagements. C'est ça raisonnant. Il ne faut pas soumettre le peuple aux pressions des recherches des partis, des postes politiques et tromper qu'on veut trouver des solutions après les dialogues. C'est faux. Oui, on me dit que c'est un dialogue idéal si les médiateurs sont catholiques et protestants. Mais il faut être malade pour y penser. Mais si nous souffrons aujourd'hui, si nous sommes un pays sous-développé, si nous sommes un pays malheureux, mais c'est à cause de l'évangile des catholiques et protestants que le lien au pouvoir. Allez lire le message du roi des Belges aux missionnaires catholiques et protestants. Enseignons-nous à croire et non à raisonner. Qui nous a bafoués, mais ce sont les églises protestantes et catholiques. Donnez-moi un seul exemple dans l'histoire du Congo où quelque chose qui a été présidé par un président catholique et protestant a marché très bien. Donnez-moi un seul exemple. Je suis historien de Sciences Po, non seulement du Congo, de l'Afrique, mais aussi du monde.
Vous pensez que mon doigt poste ici au Boko Konayo a beaucoup de personnes de développement lobby? Mais Boko Konayo Soto, vous n'avez la couleur. Moi, mon nom c'est Fumuto de Bassanda Fumuto. Mon poste de nom c'est Bassanda. Et mon prénom c'est Koumoudje. Mais d'où vient Bernard? D'où vient Laurent? D'où vient François? Alors que le poste de Bernard interdit aux prénoms catholiques et protestants de donner à un Congolais un nom puisé du patrimoine culturel congolais. Pourquoi chaque fois que vous prenez le baptême, on vous change les noms? Mais quand on vous change ces noms-là, chez les musulmans comme chez les chrétiens, vous ne devenez jamais Baza, vous ne devenez jamais Bolodwa. On doit prendre les noms des musulmans et les noms des Européens et on va appeler ça noms sacrés. Et les nôtres sont des noms non sacrés. Qui nous ont fait ça? Ce sont les catholiques et les protestants. Les médiateurs inconnus. Maintenant, je pose la question. On fait qui le dialogue? Oui, on ne fait la paix qu'avec son ennemi ou son adversaire. Mais je voudrais poser la question. Lors de la tenue de ces dialogues, quelle est la machine qui va ressortir les poids politiques de chacun? D'abord, au niveau des nombres des délégués. Quel sera le poids politique de l'H23 plus que mon parti politique? Parce qu'ils n'ont pas participé aux élections, ils n'ont pas de sénateurs au Parlement, ils n'ont pas de députés au Parlement. Si eux doivent avoir 10 délégués, 50 délégués, et idéal le parti politique, mon parti politique doit avoir un ou pas, pourquoi? Quelle est la machine qui va ressortir le poids politique des participations? Quel sera le poids politique des partis politiques et des personnalités politiques et de l'Union sacrée qui sont au pouvoir avec les chefs de l'État, ça fait 7 ans, et qui n'ont pas aidé les chefs à trouver la solution aux questions de l'Est? Parce que ce sont eux qui gèrent le pouvoir. Au dialogue, ils n'auront que le poids politique. Le poids politique des élections ici de 2023, ou le poids politique de la majorité, c'est-à-dire le nombre de députés sénateurs au Parlement, et ça va justifier quoi? Parce que si l'Union sacrée, avec ses représentants aux institutions, était en train de bien faire le travail, il n'y aurait pas continuité de la guerre à l'est du pays. Maintenant, le poids politique des Naga et des autres, ce sera le nombre de morts des Congolais. Je pose la question, quand nous sommes à Douala, on est en train de négocier avec qui? Pas avec ceux qui ont tué les Congolais, communiquons très bien. Ceux qui ont tué les autres et nous-mêmes. Parce que les Congolais qui tombent au nord, qui peuvent partout, ne sont pas les Congolais de notre pays. Ce sont nos semblables les autres et nous-mêmes. Et lorsque vous dites qu'on ne peut pas au dialogue, sans ceux qui ont pris les armes, oui, ils ont pris les armes contre le régime de Tshisekedi, acceptons. Mais dans le dialogue, il y a la paix entre nous et eux. Et maintenant, les Congolais qui sont tombés de leur colère, ils vont ressusciter. Donc, vous savez d'abord. Maintenant, je pose la question à M. Nanga. Non seulement M. Nanga, mais à tous ces tueurs de Congolais qui sont aussi à l'Union sacrée. Ne croyez pas que nous allons vous oublier parce que vous êtes à l'Union sacrée. Vous nous avez tué hier. Je vais leur poser la question. Vous avez combattu Kabila. Vous avez combattu Tshisekedi. Mais vous ne les avez pas tués, mais vous avez tué les innocents. Mais lorsque vous mourrez dans les conseils des ancêtres, nous serons là pour poser la question. Vous voyez les choses là, oui. Mais vous nous avez tué pourquoi? Vous avez dit la canne à Tshisekedi dans la Kabila. Mais Bino Bokoma va monter, mais Bokoma dit ce soir, on a vu cette année. Il faut qu'on arrête deux choses. Avoir un pouvoir qui n'est pas en mesure de résoudre un problème et attendre que le dialogue en calmant les politiciens, c'est une mauvaise solution qu'on accepte. Avoir des opposants qui n'ont pas de projet de société, qui n'ont pas d'idées révolutionnaires à éduquer dans la population pour permettre au peuple lui-même de s'occuper du pouvoir, mais aller tuer les Congolais et après les avoir tués, venir négocier avec les régimes, travailler ensemble alors que les Congolais sont perdus. Nous devons éviter
ici en tant que politologue, en tant que président d'un parti politique, sans nier que je suis membre de l'Union sacrée. Parce qu'il s'agit là de la question de la haute grandeur nationale. Alors, épargnez-moi des étiquettes, s'il vous plaît. Maintenant, le dialogue sera tenu où? Vous voulez que le dialogue ne soit pas tenu à Kinshasa parce que vous dites qu'il faut des mesures de sécurité mutuelle. Ok. Si nous, le pouvoir, ne sommes pas sincères avec vous, avant la tenue du dialogue, nous allons en Angola, où est-ce que vous voulez? Parce que vous n'avez pas confiance en nous. Et vous dites que nous ne respectons pas les engagements. Mais après la tenue du dialogue, quand vous viendrez, parce que ça finit par le partage équitable équilibré aux institutions, vous viendrez à Kinshasa. Et si nous n'étions pas sincères avec vous, nous allons vous faire arrêter. Parce que pour être mandataire, ça sera toujours le président qui dit non. Parce que lorsqu'une rébellion accepte les dialogues qu'il n'a pas avec le pouvoir, ça signifie seulement qu'une rébellion, cette rébellion n'a pas été en mesure de renverser le pouvoir. Et comme vous n'aurez pas renversé le pouvoir, vous serez dirigé par le chef de l'État. Ce qui sera le fondé, c'est l'Union sacrée qui va céder certains postes à ceux qui vont venir, mais le poste où le fauteuil chef de l'État va demeurer comme il est là. C'est pas ça. Maintenant, 2. Les dialogues pour combien de temps? Vous savez que pour aller à la cité de l'Union africaine, nous sommes à la partie du mois d'août que nous avons commencé les pourparlers et le dialogue nous a amené jusqu'au 30 décembre 2018. Le dialogue de la CEPOD 2016. Ces dialogues que nous attendons, vous voyez que nous allons respecter les temps. Et le temps que le dialogue va prendre, ça sera dans les mandats de qui? Nous sommes en cours de mandat. Vous acceptez d'entrer à un dialogue en cours de mandat et il n'y aura pas de conséquences. Il y aura des glissements. Il y aura des glissements et le peuple doit être informé. Parce que la conséquence sera quoi? L'opposition sera divisée par rapport au positionnement sur le poste. On va radicaliser un groupe d'opposants et on va négocier avec un autre groupe. Comme le groupe qui sera radicalisé sera minoritaire, il n'aura plus les dons et nous, le pouvoir, nous allons élargir l'assiette et nous aurons de nouveaux alliés. Est-ce que le peuple va être présent? Notre peuple n'a pas encore le niveau d'être président comme acteur politique. Il faut encore du temps. Parce qu'en 2016, l'opposition et le pouvoir, nous avons suspendu la Constitution et nous avons fait une transition de 2 ans. Les élections qui devaient se tenir en 2016 ont eu lieu en 2018 vers la fin. Le peuple n'était pas là. Vous n'aurez qu'à poser pour plaire. Vous, le peuple congolais, vous êtes les meilleurs perdants de tous les dialogues qui a eu au Congo. Et je ne pense pas que celui-ci va vous épargner. Vous devriez seulement dire à Tshisekedi, vous avez une union sacrée, vous avez une majorité, mettez les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, donnez-nous la paix jusqu'à la fin du mandat. C'est ça la vérité. Et maintenant que vous êtes fatigué de l'opposition, ce n'est pas facile de faire l'opposition. Et vous venez au pouvoir, mais nous allons faire payer les temps du mandat que vous allez nous consommer. Ça, c'est mon point de vue, ce n'est pas le point de vue du pouvoir. Je parle en tant que Fomuto. Ne me dites pas c'est l'union sacrée, je dis c'est moi qui pense en tant que de cette manière-là. Enfin, après le dialogue, ce sera le partage équitable et équilibré des postes. Vous n'avez pas de députés à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas de députés, de sénateurs au Sénat. Vous n'êtes pas membre de l'union sacrée. Comment allez-vous entrer aux institutions sans violer la Constitution? Comment allons-nous faire le gouvernement de l'Union nationale sans au préalable de suspendre la Constitution? Et lorsque vous allez vous-même, qui refusez notre ambition de changer la Constitution, nous donner les possibilités de la suspendre, mais Fomuto va profiter pour sa modification. Soyons conséquents, la conscience sera suspendue, parce que je ne vois pas comment l'article 79 de la Constitution sera-t-il respecté lorsqu'il est écrit clairement le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité
parlementaire ou de la coalition, et c'est de là qu'il y aura les animateurs de toutes les institutions. Comment nous partager le pouvoir issu du peuple par le dialogue sans violer la Constitution. Conséquence, allons au dialogue pour travailler ensemble, mais allons au dialogue pour le changement de la Constitution. Et je chute en disant, est-ce que c'est le dialogue qui est le problème? Mais quand l'honorable Singh viendra, ne dites pas que vous tous été contre le dialogue. Ne dites pas que j'ai été pour le dialogue. Ne voici pas où je chute. La guerre de l'Est n'est pas la guerre des minéraux. Faux. Parce que partout il y a des minéraux au monde, il n'y a pas de guerre là-bas. Et pourquoi? La guerre de l'Est est une guerre de pouvoir politique et diplomatique. Nos voisins ont trouvé un contexte de faiblesse de leadership politique et diplomatique au Congo. Et ils nous ont imposé une guerre liée à notre faiblesse personnelle. La guerre n'est pas économique, parce que partout il y a des minéraux, dans tous les pays du monde, il n'y a pas de guerre pour l'exploitation abusive des minéraux appartenant aux autres. Mais parce qu'il y a la police, les services de sécurité, l'armée de ces pays-là qui ne permettent pas que les voisins viennent se moquer d'eux. Je n'exclus pas la méchanceté de Kagame, mais pourquoi il ne le fait pas dans tous les voisins? Moi, si je suis en yo moko keiko kangaye après le moment de moi na zambumba ba koko baluba batetela bataliawa jele batonda kawadi lose c'est-à-dire zo banda kina kokanga moi sina ina maka mais moi si tu as commis à moto la première responsabilité c'est ta faute tu as mal géré ta femme. Je chute en disant l'élite africaine, l'élite congolaise est la cause principale de tout ce qui nous arrive. Le problème est au niveau de l'homme politique congolais. Il n'est pas au niveau des dialogues. Vous le ferez autant. Mais tant que nous n'aurons pas l'homme qu'il faut, à la place qui fait défaut, ça ne changera jamais. Mais prouvez-moi que dans ce dialogue-là, ou de ce dialogue-là, vous avez rempli toutes les conditions de nous donner l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et je chute par la triangulation de l'être politique. Quand on fait la politique, il y a trois choses seulement. Il y a la lutte politique, l'intérêt général du peuple et les postes politiques. Au niveau de la lutte politique, dans un pays normal, on trouve les vrais leaders politiques qui ont décidé, qui ont fait des débats, qui ont fait des échanges et qui sont compris politiquement par le peuple. Il y a les opportunistes et les favorisés. Dans un pays développé, on fait une sorte d'éliminatoire. Ce sont les meilleurs qui arrivent à la décision d'État, à la communauté d'État. Dans un pays du tiers-monde, ce sont les favorisés et les opportunistes qui occupent les postes de commandement. Et alors comment, si nous avons l'homme qu'il ne faut pas, à la place qui fait défaut, nous aurons le dialogue. Et le dialogue pour nous donner la solution du peuple commun. Donc pour moi, dialogue oui, merci. Dialogue aussi non. Merci. Merci beaucoup. Pour vous autres Bassanga, il va répondre à vos préoccupations. Lui dit, les dialogues, que pendant les dialogues, ce sont des éléments à commencer. On va commencer par les dialogues de la liste, nous sommes déjà à 715. Donc, si je prends 715 personnes, on vous donne à chacun 100 personnes. C'est déjà presque 80 000 personnes, vous allez remplir les stades de parti. Ce n'est pas moins. Vous n'êtes qu'une échange. Bolozwa. Alain Bolozwa, lui, Bolozwa. Sa bonne santé, il n'est pas de la majorité. C'est un ancien entrepreneur. Il fortifie ses moyens. Mais l'État aussi lui a donné quelque chose. C'était un agent au ministère ministère du Plan. Donc, la santé est justifiée. Il est dans l'opposition, mais il a quand même des
il bénéficie des allocations du gouvernement. Vous avez 10 minutes. Bonjour chers tous. Je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir. C'est lui de féliciter, mais aussi de remercier les organisateurs. Je suis chrétien comme la plupart d'entre vous. Je voudrais vous convier à lire, peut-être pas ici, même après, Genèse chapitre 41. Vous pouvez prendre le tout, mais ce qui est essentiel, c'est le chapitre 15. Le verset 15, pardon, je suis laissé emporter par le droit. Voilà. Là, on parle d'une situation vécue. Il y avait un pharaon qui a eu à faire un rêve, un songe, mais il n'arrivait pas à l'interpréter. On lui a fait remarquer que dans son pays, et fort malheureusement en prison, il y avait un certain Joseph qui était capable d'interpréter les songes. Joseph a été convié devant le roi pour justement interpréter un songe. Il s'agissait de 7 vaches grasses et de 7 vaches maigres. Non seulement qu'il a interprété le songe, mais aussi il a donné le procédé pour éviter à ce que la situation puisse aller dans le sens de cette vache maigre. En fait, c'est ça le résumé de l'économie. C'est ça le résumé de ce que je voudrais partager avec vous. Il m'a été demandé de parler de quelle gouvernance sociale et économique pour le développement de la RDC et son peuple. J'ai suivi les interventions des uns et des autres. Il y a un ami qui a dit « Nous devons faire la guerre pour nous faire respecter ». Cela sous-entend que nous devons aussi avoir une économie de la guerre. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir la volonté. Il faudrait aussi avoir le moyen. Il faudrait que le peuple qui doit en réalité porter cette vision arrive à s'imposer. Là où il y a un taux de morbidité élevé, naturellement, même si vous avez la volonté, vous ne pourrez pas faire la guerre. Cela sous-entend qu'un peuple malade ne peut pas se battre. Un peuple paupérisé ne peut pas non plus se battre. C'est-à-dire que nous devons avoir une économie de la guerre qui donne la possibilité à la population d'avoir non seulement une bonne santé, mais d'avoir une raison valable pour se battre. Dans notre société aujourd'hui, d'après les PNUD, il y a 85% de ménages qui vivent en deçà du seuil de pauvreté. 85%. Cela sous-entend 8 ménages sur 10 est pauvre. L'essentiel des Congolais sont pauvres. C'est vrai que ça varie selon les zones. Parce que généralement, le Congolais, quand il parle au Congo, s'il est de Bandal, il boit Bandal, il boit Goumbé. Mais si vous prenez de manière globale la situation du pays aujourd'hui, il y a de ceux qui sont incapables de consommer ne fût-ce que 2 $ par jour. Ce sont là les problèmes. Il y a un autre concitoyen qui a dit « Nous sommes un scandale géologique. Nous avons un fort potentiel dans le secteur minier, au niveau de la forêt, nous avons une grande forêt. Nous avons une terre cultivable, mais l'essentiel des Congolais vivent dans la malnutrition. 7 millions de Congolais vivent dans la malnutrition aiguë, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas bien. Et ce sont là les problèmes. Donc, si nous pouvons juxtaposer ce que nous avons dit et ce que nous venons de dire, vous allez vous rendre compte que le 7 vaches grasses existe bel et bien dans ces pays.
À une certaine époque, nous étions premiers exportateurs de café, cacao, EVA. Nous avons toujours été parmi les grands exportateurs. Mais aujourd'hui, nous sommes le plus grand importateur des éléments que nous pouvons en produire. Aujourd'hui, nous importons même de l'huile de palme en provenance de l'Indonésie. Nous importons le maïs, nous importons les chinchards, nous importons même les piments. Alors que nous avons tout le moyen d'en produire. Mais pourquoi ceux qui sont au pouvoir ne mettent pas l'accent sur la production? Il y a un autre qui a dit l'essentiel de ce que nous exportons, il n'y a aucune valeur ajoutée. Nous n'ajoutons presque rien parce que nous sommes dans une économie de cueillette. Les gens viennent tirer une matière première, ils vont le transformer chez eux, ils reviennent avec les cravates, les chemises, les pantalons, les ceintures, ils viennent revendre ce que nous leur avons vendu, peut-être à l'état brut. Ce sont là les problèmes. Il y a un autre qui a dit, il a tenté de se moquer de nous, peut-être indirectement, en disant nous pouvons féliciter Mike Moukeba, nous pouvons féliciter Alain Bolotoa, quand bien même qu'il y a des problèmes, ils n'ont pas pris les armes. Mais ce que nous subissons, ce sont les armes aussi. Ceux qui sont au pouvoir utilisent aussi les armes. Ils utilisent la nerf, l'ex-démia, utilisent le fort du progrès pour nous empêcher même de parler. Ce sont les armes. Nous sommes victimes, effectivement. Ne nous félicitez pas le fait d'avoir gardé silence. Ça serait injuste de votre part. Ne nous félicitez pas. Nous ne sommes pas contents. Nous avons voulu à ce que notre société soit une société équilibrée. Ce n'est pas parce que nous ne prenons pas les armes que vous devez considérer ceux qui nous empêchent de nous exprimer comme des gens qui apportent des solutions. Ce sont eux qui sont le problème. Parce que si vous applaudissez la victime, le fait de n'avoir pas haussé la voix, mais vous n'avez pas, vous, le droit d'applaudir le bourreau. Ce sont des bourreaux qui nous empêchent aujourd'hui de nous exprimer. Et si nous ne prenons pas les armes, parce que nous savons effectivement qu'on n'a rien à perdre, nous nous battons à nos risques et périls. Et de la même manière, les pauvres aussi ont besoin de trouver des solutions à leurs problèmes. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire semblant. Si on met dans la balance les riches et les pauvres ici, les pauvres sont toujours majoritaires. Même ici, dans cette salle. Mais pourquoi devons-nous rester dans la pauvreté alors que nous sommes assis sur les richesses? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour que nous arrivions effectivement à solutionner ces problèmes, pour donner de l'espoir à notre jeunesse? Ce qui nous manque, c'est ce que Fumuto a dit. Il a utilisé ces termes, mais il voulait tout simplement vous dire qu'il y a un problème au sommet de l'État. Parce que c'est lui-même qui a dit, il y a un problème d'élite. Il a dit ça. Il a dit qu'il faut choisir des bonnes personnes. Il a dit, il est membre de l'Union sacrée. Il vous dit qu'au sommet de l'État, il y a un vide. Il n'y a pas de gens capables, même si lui-même n'est pas en mesure de solutionner le problème, mais au moins d'identifier un Joseph. Cher Pharaon, vous avez un problème, oui. Il y a eu un problème, oui. Vous avez fait un erreur, oui. Il y a un sort, oui. Qui est votre Joseph? Qui va vous aider à interpréter? On nous dit non, voilà. Il faut aider les chefs. Il faut aider les chefs à être bien entourés. Moi, je dis non. Il faut aider les chefs à aller en retraite anticipée. À choisir de bons collaborateurs. Est incapable de faire, il ne nous sert à rien. Je vais vous le démontrer. L'économie. Nous sommes arrivés quand même à réformer le code minier. Nous sommes arrivés à avoir un budget, comme les gens le savent bien, de 11 milliards, 11 milliards 400 millions, 16 milliards, 18 milliards, 20 milliards, 22 milliards. Je me souviendrai toujours parce que je l'ai partagé. Notre frère concitoyen de bonne qualité, M. Tidi Pouloul, lors d'une assise de leur commission de profil, il a démontré devant un ministre que vous ne pouvez pas créer les conditions du détournement.
il a décelé la question du détournement de fonds publics liés aux infrastructures avant même que cela soit rendu public. N'est-ce pas? Il a démontré que ce que vous faites, vous êtes en train de détourner le fonds public. C'est-à-dire, comprenez que dans ces pays, l'essentiel du budget national ne tourne que sur le politicien. Les institutions publiques, à elles seules, consomment près de 60% du budget national. Mais posez-vous la question, ils sont au nombre de combien? 500 députés, 1000 assistants, 55 ministres, la première ministre, président de la République, une seule personne. Si vous prenez l'indépendant, à la présidence, 1118 personnels. Au Parlement, si vous agrégez l'administration, vous allez au niveau du gouvernement, ils ont des cabinets. Comment peuvent-ils consommer à eux seuls 60% du revenu national? Comment peuvent-ils consommer à eux seuls 60% du budget national? Alors que nous avons 55 000 villages qui attendent ne fût-ce que de l'eau potable. Ce sont eux qui créent la condition de la pauvreté. Ce sont eux qui créent la situation que nous avons. Vous pouvez nous dire, oui, ça date de longtemps, oui, mais la solution ne doit pas attendre longtemps, parce que la jeunesse passera. On ne sera pas éternellement jeune. Nous voulons aussi vivre dans des conditions comme des humains, être en mesure d'acheter ne fût-ce qu'un paquet de biscuits à nos enfants. Ce n'est pas un péché d'être un parent responsable. Ce n'est pas un péché. Alors, lorsque vous prenez l'argent qui est donné aux anciens députés, bien qu'ils ne vont pas en parler, comment est-ce possible, dans un pays qui se déclare pauvre, que l'on puisse donner à un député qui du reste ne travaille que 6 mois, qu'on leur donne plus de 10 000 $, alors qu'un enseignant qui passe toute sa vie à apprendre pour apprendre, on lui donne moins de 200 $. Et les gens trouvent ça. Ce qui veut dire quoi? En réalité, la vraie économie qui se fonde essentiellement sur le social réduit les inégalités. Si vous voulez avoir la paix au niveau national, commençons d'abord à créer la paix au niveau de nos familles. Je suis parent, j'ai des enfants, je suis politique. Si mes enfants n'ont pas à manger, je ne suis pas en paix. Alors comment voulez-vous que je transmette une paix que je n'ai pas? Tout le monde est frustré. Tout le monde est frustré. Mais parmi nous, il y a de ceux qui veulent prendre des armes, que nous ne justifions pas, que nous ne soutenons pas. Mais comment pouvez-vous être dans un pays où le président de la République à lui seul, il peut nous consommer 2 millions de $, je parle ici des institutions présidentielles, 2 millions de $ par jour. 2 millions par jour. C'est pas normal. Parce qu'avec 2 millions, on peut construire des kilomètres de route. C'est-à-dire, en résumé, je voudrais tout simplement vous dire que la situation que nous traversons a des conséquences sur l'avenir. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle la transmission générationnelle de la pauvreté. Un peuple pauvre a tendance à se procréer plus. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons un taux de croissance démographique de 3,4%. C'est-à-dire qu'il y a plus de 3 millions d'enfants qui naissent chaque année. Les choses s'accroissent contre nous. Merci. S'il vous plaît, quelques minutes. Vous avez donné. Aucun pouvoir ne peut rassurer un peuple si la redistribution n'est pas faite de manière équitable. Voilà pourquoi vous trouvez dans notre Constitution, l'article 58 de la Constitution, il est clairement mentionné qu'on doit redistribuer équitablement. Si le président de la République peut vivre avec 10 000 $, je crois que le dernier des Congolais peut mériter 1 000 $. Si vous pensez qu'il y a un Congolais qui peut vivre avec 200 $, lui aussi peut vivre avec 2 000 $. Mais le fait seulement que vous voulez les standards et vous ne savez pas investir dans des projets structurants, aujourd'hui, l'employabilité des jeunes n'est qu'hypothétique. Il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème d'accès à l'eau potable, à l'électricité, justement parce qu'il y a un problème de leadership et on doit commencer par là. Merci beaucoup, Alain.
cabine. Il est resté le même. C'est un économiste de détail, vous avez compris. La notion du salaire. C'est bon. Président Bolochoa, bonjour. Bonjour. Vous venez d'être intervenant dans cette activité où on parle de la paix, on parle de la stabilité en République démocratique du Congo. Quelles sont vos réactions d'être invité ici? Bon, premièrement, je tiens à féliciter les organisateurs. Ils ont créé un cadre d'échange entre la majorité dite parlementaire, l'opposition, mais aussi les membres de la société civile. Chacun de nous avait un thème. Au total, il y avait 8 thèmes. Et fort malheureusement, il y a 2 orateurs qui ne se sont pas présentés. Mais nous avons quand même tenté de donner notre point de vue. Nous devons savoir que la société ne se gère pas que par la loi légale. Il faudrait aussi qu'il y ait une loi morale. Et cette loi morale est généralement portée par les églises ou les confessions religieuses prises de manière globale. Nous devons avoir une loi morale qui régente nos vies pour ne pas laisser au seul l'État ou aux institutions d'orienter nos actions. Parce que l'essentiel des Congolais sont de croyants et même l'État lui-même est croyant. Bien qu'étant laïque, l'État reconnaît l'existence des dieux. Et donc, naturellement, quand nous avons reçu l'invitation, nous pouvons y répondre. Et nous avons donné notre point de vue par rapport à la thématique qui nous a été demandé d'exposer là-dessus. On a voulu réfléchir sur la problématique de la gouvernance et essentiellement sur l'objectif du développement. Et dans cet objectif de développement, on a pris 2 piliers. Il y a le côté social, mais aussi le côté économique. Je voudrais quand même, bien que je n'ai pas eu le temps de développer là-dessus, mais je voudrais quand même nous dire qu'à une certaine époque, dans la littérature économique, les gens confondaient la croissance économique au développement. C'est-à-dire, on peut produire et partant de moyennes mathématiques, on peut conclure que le pays est développé. Alors qu'en réalité, il y a toujours des inégalités. C'est comme ça que nous, les économistes de développement, nous avons intégré une autre dimension, la dimension sociale. C'est cette dimension sociale qui fait des développements ce qu'il est. C'est-à-dire, on ne peut pas se figer sur la productivité d'un État. Parce que les gens semblent oublier qu'il y a des inégalités. C'est par exemple aujourd'hui, lorsqu'on parle du PIB, on vous dit nous avons un PIB de 70 milliards, de 100 milliards. Et généralement, dans l'approche macroéconomique, on prenait les 100 milliards, on divisait par le nombre d'habitants. Comme si nous étions dans une réalité dans une réalité d'égalité parfaite. Alors qu'en réalité, il y a des disparités. J'ai démontré que les institutions de la République, dans notre pays, consomment à elles seules 60% du budget, juste pour leur fonctionnement. Mais si vous regardez très bien, le nombre de personnes qui constituent ces institutions-là ne touche même pas à 1000% de la population. Parce que si nous avons 100 millions d'habitants, eh bien le 1000%, ça fait pratiquement 100 000. Or, l'institution président, constituée d'une personne, président, M. Félix Tshisekedi fort malheureusement, et les membres de son cabinet sont estimés à 1118 personnes. Vous allez au Parlement, en dehors de l'administration, vous avez 500 députés, 108 sénateurs et 2 assistants par sénateur et par député. Ça fait 1000 assistants au niveau de l'Assemblée nationale et 216 assistants au niveau du Sénat. Vous allez au niveau du gouvernement, il y a 56 personnes au total. Mais sur les 56 personnes, si nous prenons leurs dépendants, ça fait pratiquement 50 par cabinet. C'est-à-dire que la sommation de tous les députés et sénateurs, le membre du gouvernement, le membre de l'institution président de la République, en tout cas, n'arrive même pas à 1/1000 de la population. Mais à eux seuls, ils consomment 60%. Devant cette inégalité, on ne peut pas espérer au changement. On ne peut pas espérer au développement, d'autant plus que nous ne veillons pas à l'application stricte
des dispositions pertinentes de l'article 58 de la Constitution qui parle de la redistribution équitable. Et lorsque vous comparez ce que gagne un député national comparativement à un enseignant, vous allez vous rendre compte, pour qu'un enseignant arrive à mobiliser l'argent que perçoit pendant un seul mois un député, il doit faire plus de 300 mois. C'est-à-dire que ça fait pratiquement 10 ans. Alors, devant ces inégalités, ça crée aussi des frustrations au niveau de la société. Et ce qui justifie dans une large mesure la situation d'instabilité, d'insécurité que nous vivons. Mais au-delà de tout, la situation perdure. Aucun effort n'est fourni pour que nous arrivions effectivement à remettre le pays sur les rails. Les gens ont la culture d'applaudir, même le bourreau. Et ce n'est pas normal. Et donc, nous devons travailler pour que nous arrivions effectivement à réduire de manière drastique les inégalités sociales et faire en sorte que nous mettions notre population en position d'opérer sa croissance économique. D'après les statistiques, plus de 70% est jeune de la population. Mais l'essentiel de cette population ne travaille pas. C'est-à-dire qu'on est dans l'article 15, comme aime le dire le Congolais. L'essentiel n'ont pas de bulletin de paye. L'essentiel ne travaille pas. Si l'État ne peut pas créer des emplois, mais crée au moins les conditions de création d'emplois. Parce que l'essentiel des économies vivent grâce à l'apport de privés. Mais quels sont les mécanismes d'accompagnement de ces jeunes? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, la guerre des économistes prend au sommet de l'État pour le non-paiement des fonctionnaires. Que dirons-nous? C'est les gouverneurs de la Banque centrale ou c'est les ministres des Finances? Non. Nous devons éviter de nous lancer dans le débat politicien en brandissant des approches économiques. On doit se le dire. Si les agents de l'État ne sont pas payés, c'est justement parce que les institutions politiques consomment l'essentiel du budget. Soyons clairs, parce que ce que nous coûte M. Félix Tshisekedi et toute cette bande que vous appelez Union Sacrée dépasse de loin les salaires que perçoivent les fonctionnaires. Alors, si on vous dit que les fonctionnaires ne sont pas payés parce que nous n'arrivons pas à maximiser les recettes, mais le gouvernement vous dit les régies financières ont atteint les assignations. L'argent que l'on paie aujourd'hui aux agents, je prends le mois de janvier au mois de février, certainement a été perçu au mois de décembre. C'est-à-dire que dans leur programmation, ils font par trimestre. Si les personnels ne sont pas payés, c'est justement parce qu'ils ont eu à utiliser l'argent qui était destiné aux fonctionnaires pour le voyage inutile. On doit se le dire. Mais la grande question que l'on doit se poser, quelle est la conséquence du non-paiement des salaires? Parce que les salaires ont un caractère alimentaire. Les gens doivent vivre. Ce sont des parents. Ils ont des charges. Ils doivent payer le loyer. Ils ont un problème de santé, d'alimentation. Si vous leur privez le droit, eh bien on se pose la question, ça sert à quoi? Je vais vous donner juste un exemple. J'ai rencontré quelqu'un, un ami, qui ne travaille pas pour le compte de l'État, qui est dans le secteur privé. Le jour où on distribuait le vivre et le non-vivre pour les fêtes, il s'est retrouvé avec 10 cartons de chinchard, 10 cartons de poulet, 10 sacs de riz de 25 kg, 10 bidons d'huile de 5 kg, 5 cartons de boîtes de tomates. Alors, si vous me dites qu'il y a un problème d'argent, lui qui ne travaille pas, il n'est qu'un simple communicateur du pouvoir. Lui, il a été pris en charge. Mais alors que les agents qui travaillent pour le compte de l'État ne sont pas payés. C'est-à-dire que s'il n'y a pas paiement, il y a mauvaise foi. Pourquoi? Parce que si l'État faisait de la question de recourir aux réserves d'échange, mais il n'a pas fait. C'est méchant. Il pouvait même s'endetter, il n'a pas fait. Alors, ce qui sous-entend que le pays est géré par des gens de mauvaise foi qui ne voient que leurs intérêts au détriment de la population.